Bonsoir à Éric Zemmour. Alors, vous êtes ancien patron du PS, député honoraire, vous êtes président de Nouvelle Société, un mouvement que vous avez lancé en septembre, il y a 2 mois, avec comme slogan « Le réseau qui peut changer la gauche pour changer la France ». Et puis, vous avez publié hier un mémorandum pour un républicanisme de gauche, prélude à ce qui pourrait être une offre politique globale de la gauche dans la perspective de 2022. Alors, évidemment, on en parlera dans un instant. On va commencer, si vous le voulez bien, par le projet de loi sur le séparatisme, qui ne porte d'ailleurs plus ce nom, qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre, jour anniversaire de la loi sur la laïcité. Pourquoi le sujet du séparatisme est-il seulement évoqué maintenant, sous l'ère Macron, alors que les attentats islamistes en France ont commencé dans les années 2010? À qui la faute? À Nicolas Sarkozy? François Hollande? En tous les cas, pas à moi, puisque le concept de séparatisme, je le déploie depuis maintenant 5-6 ans dans mes différents ouvrages. Mon idée était simple, c'était de dire que nos compatriotes musulmans sont pris entre 2 injonctions. Ceux qui veulent les faire quitter la République, qui estiment que pour leur religion, pour ce dont ils viennent, pour ce qu'ils disent, n'ont pas de possibilité d'être dans la République, et d'autres, de l'autre côté de l'échiquier, qui disent qu'il faut quitter la République pour défendre leur foi. Et donc, ce double séparatisme est une des données de la situation politique française. Alors, ce débat-là, il a eu du mal à s'installer. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je publie cette République impartiale, parce que dans la gauche, pas simplement, mais dans la gauche, il y a la difficulté de comprendre que l'on peut être antiraciste et en même temps ne pas être dans le déni de ce qui se passe dans certains secteurs de l'islam. De ne pas voir, pour moi, est une erreur qu'il y ait des mouvements salafistes, fréristes ou autres, radicaux, qui veulent mettre en cause la République. Mais il faut aussi indiquer que ceux qui font injonction aux ou autres radicaux qui veulent mettre en cause la République. Mais il faut aussi indiquer que ceux qui font injonction à nos compatriotes musulmans de quitter leur foi ou de quitter le territoire, parce que c'est aussi cela que l'on dit parfois, eh bien, ils sont les idiots utiles de ces groupuscules ou de ces groupes qui existent dans les quartiers ou dans l'islam radical. Donc voilà pourquoi le séparatisme n'a pas pu, enfin cette théorie n'a pas pu s'imposer en temps voulu. Éric Zemmour. Écoutez, moi je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans cette querelle sémantique. Parce que d'abord, c'est une grande tradition française, et en particulier de la gauche française depuis la Révolution française, qui était déjà moquée par Burke, par Taine et les autres, tous les théoriciens conservateurs, qui auraient bien montré qu'en France, on s'affronte sur des mots, et on croit que le fait d'imposer un mot ou un autre, ça permet de remplacer les actes, et ça suffit à toute action politique. Donc cette querelle sémantique sur le mot séparatiste, très bien, mais c'est comme la querelle qu'il y a eu entre Darmanin et Dupond-Moretti sur l'insécurité, le sentiment d'insécurité qui nous a rajeunis, vous et moi, puisque c'était déjà la querelle dans les années 80. Et Darmanin, en imposant l'insécurité contre le sentiment d'insécurité, avait l'impression d'avoir changé la face du monde. Dès les années 80, puisqu'on y était, vous et moi, François Mitterrand parlait déjà du seuil d'intolérance, en parlant de l'immigration. Ça a fait scandale. Jean-Marie Le Pen annonçait exactement tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ces querelles sémantiques, on a eu Valls qui parlait d'apartheid, on a eu, souvenez-vous, Collomb qui disait tout ça finira, au lieu d'être côte à côte, on finira l'un en face de l'autre. Donc je vous dis, ces querelles sémantiques sont dérisoires pour moi. Et elles sont dérisoires, et en même temps, c'est une habileté pour dissimuler la réalité. C'est là que je vais répondre à la deuxième partie de votre intervention. Qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, c'est l'émergence depuis 30 ans, depuis 20 ans, d'enclaves étrangères dans de quartiers de plus en plus nombreux du territoire français, qui sont régis par l'islam et les caïds de la drogue.
il y a cette alliance entre la charia et les caïds de la drogue qui régente une population de plus en plus nombreuse et des enclaves de plus en plus nombreuses. Et pourquoi il y a cette alliance? Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a une immigration qui n'a jamais cessé et qui est de plus en plus importante depuis des années. Le rythme, d'après Madame Tribala, la démographe, le rythme des années depuis 2000 est le même que dans les années 60, ce qui est une folie, alors qu'on a plus besoin de travailleurs et qu'on a un chômage énorme et qu'on a une croissance très faible. Donc c'est vraiment délirant. Et que, en plus, on a un islam qui est repris en main depuis des décennies. Ça nous ramène à loin, c'est toute l'histoire du XXe siècle en vérité. Vous avez parlé des salafistes, vous avez parlé des frères musulmans. Qu'est-ce que c'est? C'est la lecture fondamentaliste de l'islam qui a pris le dessus sur une lecture qui aurait été plus tranquille, plus détachée. Mais en vérité, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a l'islam, qui est le terreau, et ce qu'on appelle l'islamisme, qui vient dedans et qui s'emboîte dans ce terreau islamique, parce que tous les textes, évidemment, sont dans le Coran. Donc quand vous me dites, mes compatriotes musulmans ont à choisir, non. Ils doivent choisir, non pas, si vous voulez, c'est pas que vous faites une double injonction. Vous nous dites, d'un côté, il y a les méchants identitaires qui veulent renvoyer les musulmans chez eux. De l'autre, il y a les méchants salafistes qui veulent imposer aux musulmans français de ne vivre que selon la charia. Bon. D'abord, je note que moi, entre les deux, j'ai choisi. Oui, je sais, j'avais remarqué. Oui. Mais c'est normal, mon cher Jean-Christophe Cambadélis, c'est normal. Moi, je ne choisis pas. Moi, je choisis. Mais c'est ça notre différence première. Oui, bien sûr. Moi, je choisis parce que je choisis l'identité de la France. Oui. Et je choisis le génie de la France, je choisis la culture française, les mœurs françaises. Vous savez, vous me rappelez... Éric Zemmour, on va le laisser répondre aussi un petit peu. Ah, mais je finis alors, mon truc. Pendant la guerre 40, il a fallu choisir. Entre l'alliance avec le communiste Staline, c'était une horreur. Et on a choisi. Churchill disait, si Hitler attaquait le diable, je m'allierais avec le diable. Et moi, c'est la même chose. Vous voyez, il y a une tentative d'islamisation du pays. Je vous promets, j'en ai fini. Et donc, je m'allie avec tous ceux qui combattent cette islamisation du pays. Alors, je vous réponds sur 3 éléments de votre intervention. La première, c'est qu'il y a les mots et les mots MAUX. Je ne confonds pas l'un et l'autre. Les mots sont faits pour indiquer, nommer une situation. Et oui, en France, on aime beaucoup préciser sa pensée et être qualifié ce que l'on veut faire. Je pense que c'est très important parce que pour pouvoir agir, il faut être capable de définir ce qu'est réellement une situation. Deuxièmement, vous avez compris ma position qui est que nos compatriotes n'ont pas à choisir. On leur fait une injonction contradictoire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne disent pas grand-chose. Qu'il y a une certaine résilience de la grande masse de ces compatriotes musulmans. On leur dit d'une part, écoutez, pour certains, je ne dis pas pour tous, pour certains, l'islam contient en elle-même une dimension antinomique avec la République et il faut que vous abjurez votre religion parce que vous ne pouvez pas l'avoir dans la société républicaine telle qu'elle est. D'autres disent, débat, on est chez nous, vous devez être en dehors de chez nous. Je note avec intérêt que dans votre déploiement, dans la dernière partie, vous citez Churchill et vous dites « je m'allierai avec le diable ». Donc je viens pour la première fois d'entendre que ce que vous dites d'habitude, c'est le diable avec qui vous voulez vous allier pour pouvoir combattre ce que vous estimez être une montée, moi j'appelle ça une cristallisation dans une partie de l'islam. Pourquoi ? Parce que c'était la fin de notre débat la dernière fois. Parce que je n'ai pas le même diagnostic que le vôtre. Vous vous dites qu'ils sont en dynamique, que nous allons vers le grand remplacement. Moi, je dis que c'est la société occidentale, c'est la République qui est en train de gagner, et c'est pour cela
qu'il y a une radicalisation violente, qu'il y a même une sympathie vis-à-vis du terrorisme dans un certain nombre de secteurs, parce que la sécularisation des populations issues de l'immigration est beaucoup plus grande en France que dans d'autres pays, précisément parce que nous n'avons pas le communautarisme. Et aujourd'hui, nous avons des populations qui sont capables à la fois de respecter leur ramadan, mais de boire quand ils en ont envie, ou des femmes, pour la plupart d'entre elles, pour la immense majorité, ne portent pas le voile, ou encore qui estiment que les principes de la République, même si c'est questionné par les plus jeunes aujourd'hui, mais ce qui est questionné, c'est la laïcité. Ce n'est pas la sécularisation. Éric Zemmour. Alors, quand je disais le diable, vous avez bien compris que c'était une formule. Je veux dire que je m'allierais à tout le monde contre le danger majeur. Voilà. Que c'était le Mais diable. je ne dis pas que les identitaires sont le diable. C'est pour ça que je précise. Dommage. Pas du tout. Ce sont des patriotes qui. Non, je suis désolé. Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes qui défendent leur pays valeureusement et dans un environnement très hostile. En ne choisissant pas, vous choisissez. C'est-à-dire, mais si, en refusant, non, mais on va parler de la République après. En ne choisissant pas, vous ne choisissez, mais si, pas les identitaires. mais si vous voulez, vous faites exactement, pour reprendre ma comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, vous faites exactement ce qu'on a reproché à Vichy, c'est-à-dire de ne pas choisir entre l'Allemagne et l'Angleterre et les États-Unis. C'est ce que De Gaulle reprochait à choisir. Si, il a choisi l'Europe et les États-Unis contre l'Allemagne. Il a choisi l'Angleterre et les États-Unis, il n'a pas choisi l'Union soviétique. Mais si, il a aussi choisi l'Union soviétique. Il a été chercher avec l'Union soviétique. Au lendemain. Il a tendu la main à Staline. D'accord, mais c'était au lendemain de la guerre. Là, ce n'était pas le sujet. Et d'ailleurs, il avait envoyé en France Jean Moulin pour unifier l'ensemble. Pour unifier l'ensemble des mouvements de résistance. Et vous savez qu'ils se sont confrontés très longtemps avec le Parti communiste français. Bon, donc on ne peut pas dire qu'il y avait. Bon, c'est une querelle historique. Absolument. Éric Zemmour continue sur ce qu'il disait. Est-ce que la République a gagné? Absolument. Mais la République. Elle ne cesse de perdre, la République. C'est simple. Mais on verra après qu'est-ce que c'est que la République. Attendez. On verra après ce que c'est que la République. Parce qu'on n'est peut-être pas d'accord sur ce qu'on met dans le mot la République. Deuxièmement, moi, ce que je vois, c'est pas la République, c'est la France. Et la France, ce n'est pas un régime, ce n'est pas... c'est un pays, une nation, un peuple, des paysages, une terre, une culture, une civilisation, une manière de fondée vivre, sur le catholicisme, une manière de vivre, absolument, etc. Absolument. On est d'accord là-dessus. Attendez. C'est la République qui lui donne sa portée universelle. Parce que la République, elle change. On en parle tout à l'heure. Et l'universalisme français, vous dites, c'est la République? Non, mon cher Jean-Christophe Cambadélis, ce n'est pas la République qui nous donne l'universalisme, c'est le catholicisme. Et c'est ce que j'allais vous dire. Le catholicisme a fait partie de l'universalisme. Et c'est ce que j'allais vous dire. Attendez. Il y a eu les cathédrales, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est ce que j'allais... Attendez. La différence, c'est qu'on a fait une révolution française contre le monarque. L'universalisme que c'est là où vous êtes réactionnaire. L'universalisme que vous défendez, il est enraciné. Il est enraciné dans une terre, il est enraciné dans une civilisation. Et donc ce que je dis... Vous pouvez faire un peu... 30 secondes. Laissez-moi développer de dialectique. Mais ce n'est pas parce qu'on est enraciné dans une terre et dans une histoire qu'à un moment donné, il n'y a pas un saut. Avant la Révolution française, c'était la royauté. Cet acte insensé qu'ont fait les révolutionnaires de donner le pouvoir au peuple. Et donc vous savez bien que Tocqueville a démontré que la Révolution avait fini le travail de la monarchie. Et vous le savez très bien. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Attendez, laissez-moi finir. Non, pas du tout. Alors, je parlais d'une universalisme qui est enraciné. Et quand vous me disiez tout à l'heure, la République, les valeurs françaises gagnent, vous plaisantez. Non. Quand vous avez un sondage qui montre qu'il y a 75% des jeunes de moins de 25 ans musulmans qui estiment que la charia est supérieure à la République, vous voyez bien qu'il y a une évolution. Au contraire, dans toute la jeune génération, il y a un retour en arrière à l'islam. Et à l'islam le plus fondamentaliste. C'est un point très important. Combien il y avait de jeunes en 1968 qui ne reconnaissaient pas la République ?
dans une tranche d'âge et dans une génération, dans celle qui avait de 25 ans, c'est-à-dire dans la mienne. On ne la reconnaissait pas à une immense majorité. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais si c'est ça le sujet. Ces jeunes-là, aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, ne reconnaissent pas la laïcité, mais si vous leur proposez... C'est pas la laïcité qu'ils ne reconnaissent pas, si, c'est la France. Mais non, parce que pour eux, la République, la laïcité et la France, c'est pareil, c'est kiff-kiff, comme ils disent. C'est la même chose, tout ça. Mais si, mon cher Jean-Christophe Cambadélis, tout ça, c'est la même chose. D'ailleurs, quand ils sont à l'école et qu'on leur demande, on leur dit pas, est-ce que vous vous sentez républicain? On leur demande, est-ce que vous vous sentez français? Ils disent non, on n'est pas des Gaulois. Le vocabulaire, vous me parliez du vocabulaire tout à l'heure, il a un sens. Et pourquoi? Moi, quand vous dites, les musulmans, vous leur dites, nos compatriotes musulmans, pourquoi ils ne sont pas les compatriotes? Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, mais je ne leur demande pas, moi, d'abjurer leur foi. Je ne demande pas de ne pas pratiquer leur religion. Je leur demande de faire ce qu'ont fait tous les gens qui sont venus en France et qui n'étaient pas là depuis 1000 ans, qui ne sont pas des fameux Français de souche, c'est-à-dire de faire une sélection dans leur héritage. Non, pas du tout. Justement, de moins en moins. L'islam n'est pas seulement... C'est ce que tout le monde fait tous les jours. L'islam, ce n'est pas seulement et ensuite Jean-Christophe Cambadélis. Ce n'est pas seulement jeûner et prier. C'est aussi un code juridique. Et vous le savez très bien. Et c'est un code qui s'impose. Et qui s'impose de plus en plus, justement. C'est l'inverse qui se passe. C'est pas... On sélectionne... Non, au contraire. D'ailleurs, on pratique de plus en plus. On fait de plus en plus... on remplit de plus en plus les codes islamiques et on veut de plus en plus les imposer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de ghettos, parce que ceux qui ne sont pas musulmans, et même certains musulmans, fuient toutes ces enclaves étrangères dont j'ai parlé, qui sont régies par la charia. On a le temps de débattre de tout ça. Jean-Christophe Cambadélis. Alors, il y a plusieurs questions qui me paraissent sujets à débat et à interprétation. D'abord, l'immense majorité de nos compatriotes, musulmans ou pas d'ailleurs, issus de l'immigration, ne sont pas ni des salafistes ni des fréristes. Ils vivent leur religion ou pas leur religion, leur culture et leur histoire dans le cadre de la République sans aucun problème. Et ils sont beaucoup plus respectueux que on veut bien le dire, de nos us et coutumes. Ils connaissent... On ne doit pas vivre son histoire dans la République française. On doit vivre l'histoire de France. Mais attendez, c'est parce que c'est le premier problème. Non. Deuxième question. C'est que vous faites d'une particularité une question générale. On voit bien que le débat entre nous, c'est nous avons perdu, ils sont en train de s'imposer, et moi je dis nous avons gagné. Et nous allons les réduire. Bah oui, vous êtes comme en 40. Comme en 40, vous croyez avoir gagné. Oui, bien sûr. Bon, je veux dire, c'est assez facile de faire cette image entre les résistants. Donc le résistant avec un pays déjà occupé. Non, nous ne sommes pas en 1940. Aujourd'hui, il n'y a pas une armée d'occupation en France. Il y a des gens qui tuent des Français. Mais bien sûr. Il y a des gens qui tuent des Français au nom de l'islam. Je ne le nie pas. Bien au contraire. C'est ça ma différence avec un certain nombre de courants dans la gauche. J'aimerais que vous répondiez, pour qu'on puisse terminer cette première partie, à cette question. Est-ce que la France et le gouvernement ont enfin pris la mesure du problème avec le projet de loi en cours sur le séparatisme ? Écoutez, les projets de loi contre le terrorisme ou contre le communautarisme, en tous les cas contre le terrorisme, il y en a un projet de loi tous les 18 mois. Absolument. On est à la 30e loi. Bon, on ne peut pas dire qu'on a pris tout. On a pris toutes les mesures, on peut encore en affiner, là on nous en propose quelques-unes. Pourquoi pas ? C'est évident qu'il faut faire tout ce qui est dans notre possible du point de vue de la loi pour combattre. C'est pas le sujet, mais il ne faut pas pour autant remettre en cause, on en parlera tout à l'heure, nos libertés publiques. Deuxièmement, franchement, faut être dans l'idéologie complète pour penser que les hommes politiques, quels qu'ils soient, n'aient pas pris conscience de ce qui se passe. Alors, il y a autre chose que l'on ne veut pas comprendre. C'est une critique qui est faite. C'est que dans une partie de la gauche, il y a ce que j'appelle le campisme. C'est-à-dire, on est dans le camp de nos compatriotes musulmans, on est dans le camp antiracisme, et parce qu'on est dans ce camp-là, on ne veut pas voir ce qui s'y passe. C'est un vieux débat que nous avons connu, qui pour le coup était le débat avec le Parti communiste, parce que quand on était
face à l'impérialisme américain, on était dans le camp de l'Union soviétique et on ne voulait pas dénoncer la nature du stalinisme ou la nature de ces gouvernements ou de ces régimes. Ça, c'est une erreur. Parce que quand on fait ça, on permet à Zemmour et à d'autres de nous dire, vous voyez, vous niez ce qui est en train de se passer et vous niez le fait qu'il y ait des cristallisations salafistes, fréristes et autres. Non, il y en a, et c'est pas parce qu'il y en a qu'il faut pourtant être sur une position identitaire de rejet de l'ensemble de nos compatriotes. Le campisme, Éric Zemmour, que d'autres appellent l'islamo-gauchisme. Je ne vais pas revenir sur toute l'analyse que j'ai faite mercredi soir du projet de loi. Je suis d'accord sur ce point avec Jean-Christophe Cambadélis. C'est une énième loi qui rajoute, qui sert à un boulon ici, et qui ne voit pas l'essentiel, le problème majeur, c'est-à-dire le nombre. L'immigration. C'est l'immigration qu'il faut arrêter, c'est l'immigration le problème, c'est le nombre. Je ne vais pas répéter mes phrases fétiches. À partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Engels, Jean-Christophe Cambadélis l'apprenait quand il était jeune. Et celle de Benjamin Constant, tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Et ça, il ne veut pas le voir, et pourtant il l'a appris. Les masses sont liberticides, il le sait très bien. Et donc aujourd'hui, en banlieue, quand il dit on a gagné, c'est un leurre. C'est-à-dire que c'est au contraire la masse. Plus il y a de masse, plus il y a de nombre, et plus cette islamisation s'impose à tous. Vous êtes dans le fantasme. Vous êtes dans le fantasme, non pas sur le fait... C'est moi qui a le fantasme de décapiter Samuel Paty. Non, pardonnez-moi, franchement, on ne va pas à ce niveau-là de débat. Écoutez, vous avez vu... D'abord, ce n'est pas un Français, c'est un Tchétchène. Il avait la nationalité française, mon cher. Non, mais ce n'est pas quelqu'un qui est né sur notre territoire. On lui avait donné, très bien, bon voilà. Mais on n'est pas là, c'est pas le sujet. Le sujet, si vous voulez me faire dire que c'est odieux, c'est un barbare, etc., on est entièrement d'accord. Alors, sur le nombre, Jean-Christophe Cambadélis. Mais sur le nombre, non. Il y a, oui, et parce que quand on dit, regardez, ils sont énormément nombreux, ils sont là partout, on désarme la République. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas les moyens de se combattre, parce qu'on a l'impression que le grand remplacement est là. Déjà, nos enfants vont avoir des prénoms musulmans. Demain, on va avoir la charia en France. C'est faux, vous êtes dans un fantasme. Par contre, oui, il y a dans ce que vous avez déployé au tout début, les bandes, et je parle dans mon document de la bandisation de la société française, c'est-à-dire que dans les noyaux de ces bandes articulées sur la question de la drogue, il y a des éléments de cristallisation, de rencontre entre l'argent et l'islamisme fanatique. Je ne dis pas le contraire. Mais si vous voulez mener une vraie bataille, vous n'avez pas de stratégie. Non, vous arrivez toujours trop tard. Non. Quand on veut mener un véritable combat, il ne faut pas pleurer. Il faut fixer des cibles et être en capacité de donner à la République les moyens de combattre. Non pas en disant « Français, c'est fini, on est battus, on a perdu, ils ont gagné ». Mais qu'est-ce que c'est que ce discours défaitiste? Mais je ne pleure pas, mon cher Cambadélis. Ils ne sont pas passés pour parler comme l'autre. Je ne pleure pas. Je ne tiens pas un discours défaitiste. Je veux montrer simplement que vos discours de triomphe sont aussi ridicules que ceux du général Gamelin en 40. C'est tout ce que je dis. Mais excusez-moi, oui, parce que la situation est très grave. On a gagné. Nous ne tenons plus. On a gagné en Syrie, on est en train de gagner en Europe. Et ils sont en train de résister. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à combattre. On a bien compris. Éric Zemmour, je laisse continuer. Ce que je dis simplement, c'est que le sujet, je le répète, c'est simple, c'est que le nombre crée l'islamisation. Mais le nombre n'est pas aussi important. Le nombre est énorme. 400 000 à 450 000 légaux par an, c'est colossal, monsieur Cambadélis. C'est colossal. Et ça fait 10 ans que ça dure. Je vous répète ce que je vous ai dit plusieurs fois. C'est que vous faites une constatation fantasmatique de la montée et de la réussite de l'islamisation de notre société. Je regarde, j'ai des yeux. J'ai des yeux, monsieur Cambadélis. Bien. Mais puisque vous êtes sur cette thématique, vous vous impuissantez à combattre. Pourquoi? Parce que la seule solution qu'il y a derrière votre prise de position, c'est de raccompagner 5 millions de musulmans à la frontière
ou la libanisation de la France. Mais on l'a déjà, la libanisation de la France. Franchement, où est-ce que vous avez la libanisation? Vous l'avez dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de cités, mais vous ne l'avez pas dans toute la France. Enfin, on n'est pas au Liban. Évidemment. Mais c'est notre avenir, vous le savez très bien. Mais pas du tout. C'est d'ailleurs ce que tous les Libanais nous disent. Mais pas du tout. Mais tous les Libanais, quand ils viennent nous voir, ils nous disent notre avenir. Eux, c'est une histoire. Eux, c'est une histoire qui n'est pas la nôtre. Non, c'est la même chose. Non, nous sommes en train. Nous en sommes en train. Regardez, c'est un combat difficile, c'est un combat compliqué, c'est un combat qui prendra du temps, c'est un combat où il ne faut pas baisser les bras, où il ne faut pas être naïf, c'est un combat à mener, mais avec les instruments de la République, dans un rapport de force qui nous est favorable. Éric Zemmour, je laisse répondre, ensuite le problème, c'est qu'il y a 30 ans, vous nous avez dit c'est pas grave, ça ne change rien. Il y a 30 ans, je vous ai pas dit grand-chose. Il y a 20 ans, vous nous avez dit c'est pas grave, ça ne change rien. À l'époque, vous nous disiez il n'y a pas plus d'immigrés que dans les années 30. Et maintenant, vous nous dites ah, mais c'est horrible ce que vous dites, ça veut dire que vous allez renvoyer 5 millions de musulmans. D'abord, je vous dis, si vous nous aviez écoutés, ils ne seraient pas rentrés il y a 20 ans. Oui, mais parce que vous dites toujours... Excusez-moi, non, c'est trop facile. Le regroupement familial, c'est pas nous. C'est plutôt quelqu'un de droite. Bon, alors, vous savez très bien de quoi on parle. Absolument. Mais on est d'accord, mais simplement, personne ne l'a annulé. Et personne ne l'a supprimé. Et encore une fois, le vrai sujet, et on va en parler, puisque je crois qu'on va parler de l'état de droit, etc. Maintenant, dès que vous avez terminé. Eh bien alors c'est très bien, j'introduis le sujet. Avec plaisir. Le vrai sujet, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus l'État, ce n'est plus la France qui décide qui viendra en France. Ce sont les immigrés eux-mêmes qui, depuis 30 ans, décident qui les rejoindra. C'est pour ça que la situation est inextricable. Et depuis des décennies, la bataille, elle est là. C'est qu'il faut rendre... Mais c'est très simple. Vous avez aujourd'hui les 270 000 entrées légales par an, plus à peu près 120 000 de droits d'asile, dont 90% ne partent jamais, même si 80% ou 70% sont déboutés. En gros, on ne renvoie personne. Pardon. Et on a 260 000, 70 000 entrées légales. Pourquoi ? C'est pas nous qui leur disons « venez », non. C'est les parents qui appellent les enfants qui appellent les parents, ça c'est le fameux regroupement familial, mais qui ne représente que 30 000 personnes à peu près. Et vous avez tous les gens qui sont d'ici, ils sont tellement bien intégrés, comme dit M. Cambadélis, qu'ils vont chercher, ils ne peuvent pas trouver une femme en France, ils vont chercher une femme au bled. Ça fait 90 000 personnes par an. Après, vous avez les étudiants, à peu près autant, qui restent pour la plupart. Après, vous avez d'autres liens. Il y a 30 000 d'immigration économique. Vous voyez, c'est marginal. Et puis, vous avez le droit d'asile dont j'ai parlé. Tous ces gens-là estiment qu'ils ont un droit à rentrer en France. Et la gauche, les gens comme vous, depuis 30 ans, nous expliquent que oui, c'est leur droit et qu'ils ont tout à fait le droit et qu'on doit les protéger ce droit, etc. C'est vous qui avez désarmé la France, monsieur. Je peux répondre. Bien sûr. Je peux répondre. Si on prend bout à bout tout l'ensemble de vos chiffres, ça fait 500 000 sur 60 millions de Français. 450 000 par an. Non, mais donc, nous ne sommes pas envahis. Nous avons un problème, mais je dis, nous avons un problème qui est la maîtrise des flux migratoires. Moi, je le reconnais. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, et j'ai été très combattu là-dessus, que le droit à s'installer où on veut, quand on veut, au moment où on le veut, n'est pas un droit. C'est ce que vous avez défendu depuis 30 ans. Non. C'est ce que disait SOS Racisme, c'est ce que disait la gauche, c'est ce que disait... SOS Racisme, c'est SOS Racisme. Non, mais enfin, c'est moi. Je suis pas fou quand même. Mais non, parce que SOS Racisme n'était pas sur une position de faire venir l'immigration. Ils étaient sur une position de combattre le racisme par rapport à des Français de souche, là, puisqu'ils étaient nés en France, qui étaient stigmatisés en fonction de leur nom, de leur histoire, du lieu où ils habitaient, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je reviens à notre sujet. C'est toujours ce qui nous distingue. Vous faites une constatation fantasmatique, nous sommes envahis, et à partir de là, vous dites, on a un problème avec l'immigration. Mais vous ne dites absolument pas comment il faut régler le problème. Moi, je fais des propositions. Moi aussi, je sais. Vous le verrez dans mon ouvrage. C'est que nous ne réglerons pas cette question si nous ne sommes pas capables de tarir le mouvement au point de départ. Parce qu'il y a des questions économiques, mais pas simplement.
il y a des questions démocratiques et il y a des questions climatiques. Nous ne serons pas capables de faire face si nous n'avons pas une stratégie d'écluse. Nous ne sommes pas capables de faire face s'il n'y a pas une répartition en Europe. Et nous ne serons pas capables de faire face si nous ne sommes pas capables de raccompagner. Mais dans tous les moments que je viens de citer, qui sont des enjeux en soi, dans tous ces moments, il faut respecter ceux qui sont contraints par X ou Y de faire mouvement en France. Donc, et pas simplement en France, parce que nous, aujourd'hui, on dit, nous en recevons quelques-uns, mais on se moque complètement de la situation en Italie et encore plus de la situation en Grèce, particulièrement dans l'île qui a vu naître ma famille, c'est-à-dire l'île de Mytilène. Bon, on s'en moque, mais personne s'en occupe. On s'en moque pas parce qu'ils viennent chez nous. Alors, non. Avec votre folie de Schengen, que vous avez défendue aussi. Mais tout ça est lié, monsieur Cambadélis. Éric Zemmour vous répond. D'abord, je suis heureux de vous entendre dire que nous devons contrôler et réguler, etc. La régulation de l'immigration a toujours été une position. Sauf que c'est encore la une mienne, fois, mais du Parti socialiste. c'est comme au début de notre conversation. C'est les mots. On met les mots quand on n'a plus les choses. Non, on l'a fait. Il n'y a aucune régulation. Je vous l'ai démontré tout à l'heure. Ce sont les immigrés qui régulent eux-mêmes leur propre immigration. Non, mais c'est faux. Mais bien sûr que c'est vrai. Je vous l'ai démontré. Ça, c'est un élément rhétorique. Pas du tout. Je vous l'ai démontré. C'est pas vrai. Parce que si on voulait, d'abord, et quand vous parlez de fantasmatique, je pense que les Français qui nous regardent doivent ou rire ou s'énerver contre vous. Parce que eux, ils voient la rue, ils voient le métro, ils voient les salles de classe, ils voient toute la vie comme elle a changé depuis 30 ans. Ils savent que dans un certain nombre de lieux... Et regardez la vie aujourd'hui. Cette question-là ne se posait pas. C'est bien ce que je vous dis. Bon. Donc vous voyez que ça a complètement chamboulé. Et bien sûr. Et aujourd'hui, vous me dites c'est un fantasme, comme vous me disiez il y a 30 ans, c'est un fantasme que de croire qu'il y a un problème d'immigration. Il n'y a pas plus d'émigrés en France que dans les années 30, je répète. C'était vrai. Non, c'était faux. C'était faux parce qu'on naturalisait en masse. Mais à chaque fois, derrière cette position, il y a une dimension qui est que, ce que je peux comprendre, la France ne doit pas accueillir toute la misère du monde, et on met de côté le fait qu'elle doit en prendre sa juste part. Elle ne doit plus sa juste part. Elle ne doit prendre aucune part. Elle est déjà submergée. Voilà. Elle est déjà submergée. Votre préjugé mais c'est pas mon préjugé, c'est le réel, qui est que nous sommes submergés, vous interdit de réguler l'immigration, de combattre les cristallisations islamo-pitèques ou de combattre le terrorisme. Vous m'avez dit, il n'y a pas de proposition. Moi, j'ai des propositions. J'en ai, et je les répète ici souvent. Je dis simplement, d'abord, suspendre le regroupement familial. Interdire aux gens d'aller chercher leurs enfants, leurs parents. Macron a été criminel dans cette histoire. En 2018, il a même rajouté les frères et sœurs et les oncles et tantes et les parents. Valls a été aussi pour le moins léger, puisque vous n'aimez pas le mot criminel, avec sa réforme, avec sa loi de régularisation en douce. Vous le savez très bien. Tout ça, il faut supprimer tout ça. Il faut renoncer aux accords déviants qui prévoient un privilège pour les Algériens. Mais vous prenez vos propres chiffres, ça ne réglera pas le problème. Mais j'ai pas fini. Parce que ils viendront clandestinement. Mais pas du tout. C'est pas le sujet. Mais pas du tout. Le sujet, il vaut mieux avoir de regroupement familial pour pas avoir de tension en France. Et deuxièmement, il vaut mieux tarir le mouvement qui vient de ces pays. Éric Zemmour, vos propositions terminées ? On ne tarira pas. Je vais vous dire, on ne tarira pas pour une raison très simple. Alors, c'est des petits barbelés tout au long de la France. On ne tarira pas pour une raison simple. C'est que Stephen Smith, dans son livre, a très bien démontré que ce n'est pas la pauvreté qui les fait venir, c'est au contraire moins de pauvreté. Et que c'est la classe moyenne qui part et non pas les pauvres. Donc on ne tarira jamais par le développement. C'est pas vrai, il y a les deux. Mais si c'est vrai. C'est pas vrai. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la question sociale, il y a la question démocratique, il y a la question climatique, il y a toute une série de choses. Vous ne m'avez pas laissé finir, monsieur Cambadélis. Laisse finir. Je note que quand j'ai des propositions, vous me dites non. Parce que ça vous embête. Non, mais parce que ça vous embête, parce qu'on va arriver au sujet de l'état de droit, le fameux état de droit. Il reste plus de 20 minutes pour l'état de droit et ensuite 20 minutes pour le dernier sujet. Il y a le problème des mariages. Il y a le problème des mariages, je le répète.
à l'étranger. Il y a le problème des étudiants. Il faut verrouiller tout cela. Et on ne le fait pas parce que des gens comme vous refusent de le faire. Et après, vous venez la bouche en cœur nous parler de régulation des flux migratoires. Non, mais bon, encore une fois, c'est les mots et pas la chose. Non, c'est une constatation d'une situation et des propositions qui me semblent praticables. Alors que pour vous, il y a une dénonciation assez facile dans le climat actuel. Je vous ai donné des propositions. Laissez-moi terminer. Assez facile dans le climat actuel, prenant à témoin une partie de la population que l'on chauffe à blanc en disant c'est terminé, votre identité, votre culture, la manière dont vous vivez, c'est fini. Absolument. Aujourd'hui, c'est l'islam, ce qui est faux et qui ne permet pas de combattre. On a entendu les arguments de chacun. J'aimerais qu'on parle un peu de l'état de droit. Est-ce que l'état de droit, aujourd'hui, dans ce contexte d'attentats terroristes, paralyse l'action politique? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je connais le débat, je ne dis pas, je ne sais pas ça pour vous. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire pour une raison toute simple. Voilà maintenant 10 ans, nous avons arrêté combien d'attentats? Tous les mois et toutes les semaines, on en arrête 5, 10 ou 15. Et félicitations d'ailleurs à nos services pour le faire. Évidemment, ça ne fait pas la une des journaux. On le fait avec quoi? Avec la Constitution telle qu'elle est. On le fait avec quoi? Avec nos 30 lois déployées depuis maintenant 20 ans. On le fait avec quoi? Avec les éléments que nous donne l'état de droit. En quoi aujourd'hui cet état de droit nous rendrait impossible le combat contre l'islamisme radical? Il y a encore quelques jours, M. Darmanin a dissous une association, dont je me demandais d'ailleurs pourquoi elle existait, qui était en France. Est-ce qu'il a eu un problème? Est-ce que le Conseil d'État est venu remettre en cause cette décision? Non. Bon, alors donc, je ne comprends pas. Je vois bien qu'il y a derrière, on est toujours dans le même débat. Alors, aux Français qui nous écoutent et qui sont légitimement inquiets, on leur dit, eh bien, et nous avons l'islam qui s'est installé aux portes du pouvoir, et nous n'avons pas la Constitution pour combattre le terrorisme, et nous n'avons pas les moyens pour pouvoir faire face. Donc évidemment, on crée une peur dans notre société. Et Éric Zemmour vous répond. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Reprenons les sujets au départ. On va être d'accord, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Absolument. On va toujours être d'accord quand on dit que c'est le juge qui établit ce respect. Jusque-là, on est d'accord. À partir de là, on ne va plus être d'accord. Si vous faites les questions et les réponses, on est tranquille. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant. Bon. Jusque-là, tout va bien. J'essaye de repartir à zéro, parce que... à partir d'un certain moment, c'est le juge qui définit. Donc, derrière cet état de droit, c'est une vision procédurale de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est dans une procédure judiciaire et c'est le juge qui évalue le droit. Vous me dites, on peut lutter contre le terrorisme, le juge avalise. Vous avez raison. Il avalise beaucoup. Il n'avalise pas tout. Mais c'est lui qui décide. C'est-à-dire que c'est le juge qui décide. Ce n'est plus le pouvoir exécutif et ce n'est plus le peuple. Parce que nous sommes dans une vision procédurale. Et derrière cette vision procédurale et juridique de la démocratie, il y a une idéologie, c'est-à-dire une idéologie libérale des droits de l'homme, qui a eu sans doute sa grandeur pour combattre les pouvoirs monarchiques absolus et religieux, l'Église, mais qui aujourd'hui est une machine à désagréger la société au nom de l'individu, au nom des droits de l'individu. C'est une idéologie qui favorise la migration, je l'ai démontré tout à l'heure, puisque c'est l'individu qui décide qui il fait venir. C'est aussi une idéologie qui est par exemple, qui pousse, prenons un exemple qui n'a rien à voir, qui pousse au mariage gay. On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais c'est une idéologie. Non, mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Non, là, je ne comprends pas. Je vois pas vous faites semblant de ne pas comprendre. Je vois pas le parallèle. Non, le parallèle, il est simple. C'est que derrière une vision juridique, il y a une idéologie. Non, qu'on a le droit de défendre et qu'on a le droit de contester. Par exemple, là, non, mais parce que c'est important. On a le droit de contester. Qui vous dit qu'il y a le droit de contester? On a vu il y a 15 jours, 3 semaines, le papier excellent, je vous en ai parlé, de M. Schuttle, le grand juriste, qui explique très bien
que, contrairement à ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, on ne peut pas combattre sérieusement et l'immigration et le terrorisme, parce que ce n'est pas un terrorisme, c'est un djihadisme. Et c'est un djihadisme qui est enraciné dans l'immigration, parce qu'il est enraciné dans l'islam, qui est lui-même, et l'islamisme, qui est lui-même enraciné dans l'islam. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas, avec l'état de droit actuel, qui déifie les droits de l'individu et qui fait de l'État une machine à donner des droits, vous ne pouvez pas combattre cet islam qui profite des droits. Et je vous... Une dernière phrase. Je vous rappelle, avec l'état de droit, je vous rappelle la formule du général de Gaulle. D'abord la France, ensuite l'État, enfin le droit. Vous avez renversé la pyramide. Alors, d'abord la Constitution, c'est le peuple qui l'a votée. Et oui, ne dites pas que le souverain ne l'a pas, c'est-à-dire le peuple ne l'a pas. Donc, le peuple l'a voté. Et donc, il est faux de dire que c'est une norme juridique qui serait issue d'on ne sait où, si ce n'est d'une idéologie. Deuxièmement, récemment, le Conseil constitutionnel a indiqué que la lutte contre le terrorisme était aussi un objectif de la Constitution. Et à aucun moment, vous n'avez vu une mesure proposée qui a été retoquée, on pouvait d'ailleurs s'en gendarmer, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et on va plus loin, puisque vous faites référence à un papier publié dans le Figaro de l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Membre du Conseil d'État lui-même. Membre du Conseil d'État, qui a été contredit par l'actuel président du Conseil constitutionnel dans un autre journal, etc. C'est une querelle de juristes. Absolument. Mais l'articulation, elle est où ? C'est que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ça que vous vouliez dire, parce que nous avons abandonné notre souveraineté, si je vous lis bien, juridique, populaire, à des institutions qui sont supranationales. Bon, voilà, d'accord, nous sommes d'accord. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas intervenue quand, à Londres, la loi anglaise a permis d'arrêter des gens qui sont soupçonnés de terrorisme et de les interroger sans leurs avocats pendant la première heure. Donc vous voyez bien que aujourd'hui, toutes nos institutions, qu'elles soient françaises, issues du peuple, ou internationales, ratifiées par le peuple parce que ce sont des traités, eh bien, ne sont pas orthogonales à la lutte contre le terrorisme. Mais ne mélangez pas tout. Il y a la lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose de spécifique où il faut concentrer les moyens. Après, il y a autre chose. Il y a des cristallisations des regroupements ou des imams qui prêchent la haine de la France, de la République, des Blancs, de tout ce que tu veux. Mais vous en avez partout. Hein, mais vous avez cela. Ça existe. Bien. Et cela, on a les moyens de les combattre. Oui. Bon, on le fait voilà, pas. Mais voilà. Bon, on le fait, ne dites pas qu'on ne le fait pas. De façon on l'a fait. Un dernier mot. Mais non. Il reste 15 minutes pour passer à la dernière partie. Vous voyez, on proportionne, et ça je reconnais, on proportionne la riposte à la hauteur de l'attaque. Éric Zemmour, je vous laisse répondre, ensuite on passe à la dernière partie, 15 minutes. très vite. Vous me dites, la Constitution a été votée par le peuple. Oui. Elle a été votée en 58. Et alors ? Cette Constitution, c'était la Constitution gaullienne. Jamais il n'était prévu dans la Constitution la décision du Conseil constitutionnel de 1971 qui va annuler une décision du gouvernement sur fondement d'un article de la Déclaration des droits de l'homme. Jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé ça. Jamais le général de Gaulle, tout général qu'il était, ne pouvait pas s'opposer. Je suis désolé. Au Conseil constitutionnel. Désolé. Enfin, vous avez une conception de la séparation des il pouvoirs. Il ne l'aurait pas fait. Parce que c'est le général de Gaulle. Oui, absolument. Pas osé. Non, absolument. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais je vous le dis. Mais je vous le dis. Et le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme exactement le Conseil d'État, comme la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Cour. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher dans des déclarations lointaines,
en l'occurrence la déclaration de 1789, des principes qu'ils interprètent comme ils veulent. Giraudoux disait le droit est le royaume de l'imagination. Voilà, on est envahi, il n'y a pas de droit. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un homme qui soit capable de s'imposer à la Constitution. Laissez-moi parler. C'est ce que vous nous proposez. Quand le là. Conseil Jean-Christophe constitutionnel Cambadélis, estime que le principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité, le principe de fraternité justifie l'attitude de ceux qui aident les migrants à traverser la frontière de façon illégale, qu'est-ce qu'il fait? Mais il demande simplement que... Vous croyez que le peuple est d'accord avec ça? Il dit simplement, il prend un principe qui est une devise nationale et il en fait un principe juridique. Non, c'est mais pas vous une devise croyez nationale. vraiment... La Attendez, laissez-moi finir. Mais vous croyez vraiment, monsieur Cambadélis, que quand Mirabeau et les autres ont voté la Déclaration des droits de l'homme en 89, ils pensaient à ce que chaque article intervienne dans le droit positif? Vous savez qu'ils ont voté 26 articles, je crois, Jean-Christophe et qu'ils se Cambadélis. sont arrêtés justement pour vous dire que c'est pas du tout le code civil. C'est une interprétation. Et ça permet à l'oligarchie judiciaire, soutenue par l'oligarchie médiatique, de s'imposer à la démocratie, c'est-à-dire au pouvoir du peuple. C'est le bon point. Et c'est pour ça que moi, vous me dites, je fais jamais de proposition, je vais encore en faire une. Il faut un référendum sur la politique d'immigration pour s'imposer et au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État et à la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel est là pour garantir notre Constitution. Il interprète ce qui est la base. Ce qui est la base de nos C'est pas notre Mais attendez, Constitution, la Déclaration des je droits de suis l'homme. pas tout à fait idiot. Ah bon, J'ai compris que j'espère. vous opposez Oui. à la hiérarchie des normes le pouvoir du peuple. Absolument. Tiens, bon, voilà, vous voyez, il m'arrive de comprendre le C'est bien ce que je dis, zémourisme. vous avez très bien compris. Bon, mais ça, pour moi, c'est populisme. Mais c'est autre chose. C'est ce que faisait le général de Gaulle, C'est c'est pas grave, hein. c'est pas pour disqualifier une pensée. D'accord. Parce que sinon, c'est sans fin. Ce régime-là que vous êtes en train d'esquisser est terrifiant. C'est-à-dire qu'une personnalité, parce qu'elle serait le général de Gaulle, dicterait ce que serait la Constitution. Parce que vous estimez que... Enfin, monsieur Cambadélis. Tu l'as écrit. Avec Debré, vous savez très Debré, bien. Bon, d'accord. Ah, on est d'accord. Bon, bien. bah, voilà. Mais c'est une Constitution, elle a été ratifiée par le peuple, Ouais. et on s'en sert et on s'appuie avec une hiérarchie des normes et une situation de droit qu'il faut respecter. Alors. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer, évidemment. Mais Messieurs. de là à estimer qu'elle doit évoluer en fonction soit d'un homme qui serait censé représenter le peuple, soit d'un peuple qui, sur tous les sujets, dirait il faut faire comme ci, etc. Et les juges, vous avez dit quoi? L'oligarchie judiciaire. Absolument. Ah bah dis donc. Ça nous ramène à un régime oligarchique. Bon, alors, messieurs, on va passer Que je maintiens. à la gauche. Parce que vous êtes quand même ancien patron du PS. Et on va Ça parler... ne m'avait pas échappé. Oui. Je tiens à le rappeler quand même, voilà. Est-ce que la gauche, Jean-Christophe Cambadélis, sous le sourire d'Éric Zemmour, elle a les armes idéologiques pour répondre justement face aux différentes crises que traverse la France? Crise identitaire, crise économique, crise sanitaire. Alors, elle a les armes, mais elle ne les emploie pas. Parce que le prisme actuel de la gauche, ce sont deux revendications essentielles, qui sont la question écologique, question climatique, un défi posé à l'humanité, et la question sociale, qui va devenir de plus en plus prégnante, vu les conséquences de la Covid et des plans sociaux. On fait comme si on ne voyait pas, et 1 million de chômeurs en plus, 1 million de Français qui ont basculé dans la grande pauvreté, la situation des pauvres malheureux commerçants, la situation des petites et moyennes entreprises, la situation dans les quartiers qui va renforcer évidemment une partie de ceux qui veulent mettre la main sur ces quartiers. C'est une situation épouvantable. Et avec simplement le social et l'écologie, on ne répond pas à cette question qui est aujourd'hui chevauchée par les identitaires, qui est la demande d'autorité. Donc je dis, la droite, l'extrême droite, enfin tout du moins ce bloc identitaire a sa réponse face à tous ces problèmes, et vous venez de l'entendre. Et il y a des Français qui y sont favorables. C'est l'autorité. Il y a ceux qui disent, face à l'ensemble de ces problèmes, la réponse est simple, c'est le marché. Et moi je dis, la gauche ne peut pas être seulement
dans l'écologie et le social, il faut l'équité et la République impartiale. Il faut faire ce que j'ai tenté de faire là, c'est-à-dire ne pas mettre de côté dans de déni vis-à-vis des problèmes d'insécurité, de violence urbaine, des problèmes de montée dans une partie de la population, de cristallisation d'un fanatisme islamique, ou de flux migratoires. Si nous ne répondons pas à ces questions-là, nous, la gauche, on peut discuter qui sera le meilleur candidat ici ou là demain pour l'élection présidentielle. Je dis à tous mes petits camarades, le débat est fait. D'abord, vous serez divisés parce que vous ne vous retrouverez pas. Et vous ne serez même pas au second tour. Et si vous n'êtes pas au second tour, ce qui va se passer, c'est que dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, une partie de votre électorat va filer dans une offre politique dont elle voudra qu'elle soit utile par rapport à ce qu'il pense. Donc, ça va être à nouveau un désastre. Éric Zemmour, ce regard sur la gauche et ses réponses. Je suis d'accord sur un point avec Jean-Christophe Cambadélis, c'est que... Non, mais vraiment un point fondamental en plus. C'est la crise sociale qui a préexisté, parce qu'elle est la conséquence de la mondialisation depuis 30 ans, qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire la France périphérique, hein, comme disait... Pas seulement. Essentiellement quand même. Mais voilà, et qu'une crise sociale qui, effectivement, vous avez raison, va être décuplée par cette épidémie, par la méthode qu'on a employée pour la contenir. Là, on est tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a effectivement une crise identitaire qui s'emboîte dans une crise sociale, et c'est la nitro et la glycérine, quoi. Ça va exploser, je pense qu'on est d'accord sur ce thème-là. Je pense justement qu'après, chacun donnera sa réponse. Il y a ceux qui... je vais être de bonne foi. C'est-à-dire qu'il y a ceux... Non, mais ça faut vous marquer de ça. Non, mais de bonne foi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que je comprends ce que vous essayez de dire. Je pense que vous employez les mauvais moyens et que le passé plaide contre vous. Mais en tout cas, il y a ceux qui vont essayer de passer par la case sociale pour essayer de régler une partie de la question identitaire. Ça sera votre réponse. Et c'est pour ça que je vous dis je suis de bonne foi vis-à-vis de vous. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il faut passer par la question identitaire pour surplomber la question sociale, mais ne pas la nier ni la mépriser. Je veux dire par là, vous avez compris qu'il faut refaire des Français, il faut dire le social, c'est pour les Français, je suis pour la préférence nationale, et c'est une première réponse. Maintenant, la deuxième réponse, c'est la gauche. La gauche, est-ce qu'elle est bien placée ? Vous avez vu ce sondage terrible, je crois qu'il y a 13% des gens qui se sentent de gauche. Alors même si on fait la part des sondages, c'est quand même... Et j'essaie de me demander pourquoi. Et je pense que c'est la gauche a tout trahi. La gauche a trahi le peuple, en tout cas les classes populaires, au nom de l'Europe, au nom du libre-échange, au nom... elle a trahi la nation. Je rappelle que c'est la gauche qui a inventé le concept de nation, que les révolutionnaires s'appelaient les patriotes, au nom de l'Europe et au nom de l'immigration. Elle a trahi l'école, qui était le fer de lance de cette émergence d'une méritocratie qui venait des classes populaires ou des classes bourgeoises contre les anciennes élites. Elle l'a trahi au nom d'un Bourdieu mal digéré, galvaudé, et d'une espèce de discrimination positive mal faite. Enfin, vous voyez, je veux dire, la gauche a trahi tout son message. Et donc, les gens ne la reconnaissent plus comme légitime. Je pense que vous avez un problème de légitimité et qu'ils ne vous entendent plus. Ce que j'essayais de vous faire comprendre tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous nous avez dit le contraire, vous nous avez dit mais il n'y a pas de problème de ceci, il n'y a pas de problème de cela, vous verrez, l'immigration ça sera formidable, après vous nous avez dit l'Europe ça sera formidable, vous vous souvenez de Jacques Delors, vous vous souvenez de tout cela pendant Maastricht, qui nous disait mais ça sera formidable quand on aura l'euro, et qui ne voulait pas voir qu'il y aurait des disparités énormes au sein de chaque pays et entre chaque pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que la gauche est illégitime aujourd'hui et que vous payez ça avant vos divisions. Parce que vous savez mieux Ensuite, que moi... Ensuite, il faudra réagir sur la République impartiale. Vous savez mieux que moi l'histoire de la gauche et vous savez que la division n'a jamais empêché... en tout cas, la multiplicité des candidats, pour être précis, n'a jamais empêché la gauche de gagner, ni en 81, ni en 88. Et le candidat unique Mitterrand en 1974 a perdu. Mais je ne veux pas rentrer dans vos querelles. Et sur la précision aussi sur la République impartiale. Voilà, c'est parce que je pense que
la gauche ne répond pas à une partie du problème. Parce que vous faites de la question identitaire, vous l'avez dit, la question qui surplombe l'ensemble des problèmes. Moi, je pense qu'il y a 3 questions qui surplombent l'ensemble des autres problèmes. Il y a la question sociale qui va être prégnante et très difficile, très très difficile pour le pays. La France va traverser un moment, elle traverse un trou d'air là, mais elle va traverser un moment comme elle n'en a pas connu depuis longtemps. Et je pense que mai 68 était une bluette à côté de ce qui risque de se passer. La question climatique, parce qu'on peut toujours être pour l'identité, mais si on ne règle pas ce sujet, c'est l'humanité qui est, c'est une autre identité qui est posée. Je sais bien. Je suis pas aussi ambitieux que vous. Moi, je veux d'abord sauver la France. Non, mais avant l'humanité. Mais on ne peut pas sauver la France sans poser la question climatique aussi. Et enfin, je crois qu'il y a une interrogation identitaire et il faut que la gauche lui donne sa réponse. Vous avez votre thèse, qui est celle du retour à la France, y compris... C'est un très beau slogan. Le retour à la France. Bon, le retour à la France, et qui vous permettrait, à partir de là, d'être en position pour aborder d'autres sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire les populations issues de nos territoires de colonie, qui sont venus s'installer en France à notre demande, au passage. Bon, en grande partie. Donc, vous avez votre réponse. Il y a les libéraux qui n'ont pas de réponse parce que eux, la question elle est assez simple, c'est de dire que la régulation se fera par le marché. C'est le marché qui fera que vous vous souvenez que Emmanuel Macron avait été dans les banlieues en leur disant qu'ils peuvent aller tous devenir millionnaires si ce n'est milliardaires. Donc ça c'est une idéologie qui est assez portée. Et la gauche, il lui manque une dimension. Et cette dimension, c'est la République impartiale. Deuxième chose, pour répondre à votre question. Je ne pense pas que le procès qui est fait, vous avez trahi, c'est un débat que l'on peut reprendre, mais qui est très académique. La question n'est pas là, je crois. Je pense que la gauche a perdu son sens. C'est-à-dire que elle est plongée dans ce qui a fait sa force dans les années 60. C'est-à-dire, d'une part, l'extension des libertés, alors qu'aujourd'hui on est dans la protection, et puis dans les dividendes de la croissance et du boom économique et de la réputation, et qu'il n'y a plus de... Donc, elle est là-dedans, c'est-à-dire c'est la social-démocratie. C'est ce contre quoi je combats. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va paraphraser le général de Gaulle, il faut faire une politique, il faut faire une offre pour les Français d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui. Et dans la France d'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur la République impartiale. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est bien, on arrive à la fin, j'imagine, il reste combien de temps ? À peu près 5 minutes. 5 minutes, voilà. On a le temps. On va très vite. On a le temps encore. D'abord, vous évacuez la thèse libérale. Donc vous ne la faites pas vôtre. Non. Sauf que, pourtant, c'est celle à laquelle vous vous êtes soumis au milieu des années 80, avec le fameux virage de Mitterrand en 83, et surtout, plus philosophiquement, si vous voulez, j'imagine que vous êtes comme moi un lecteur de Jean-Claude Michéa, et il explique très bien, Michéa, que en poussant les libertés individuelles toujours plus loin, vous avez une démarche libérale. La gauche a une démarche libérale. Et ce libéralisme sociétal entraîne inexorablement, inéluctablement le libéralisme économique. Vous faites tout le temps le jeu du marché. Regardez les exemples de PMA et de GPA. On voit bien qu'au départ, c'est une revendication idéologique de liberté d'individus, qui sont des infimes minorités, mais qui, puisque nous sommes justement dans la domination des minorités, arrivent à imposer leurs lois. Et comment ça finit ? Ça finit par un grand marché, parce que ça finit par des gens qui vont vendre des femmes qui vont être enceintes, qui vont vendre ceci. C'est un marché. Donc Michéa vous explique très bien qu'à chaque fois, votre libéralisme sociétal vous entraîne au libéralisme économique. Et donc vous ne pouvez pas renier la réponse libérale. Et dernière chose, quand vous dites la République impartiale... On a pris quelques minutes de plus. D'accord. Quand vous dites la République impartiale, qu'est-ce que ça veut dire ?
La République, elle a toujours été partiale, mon cher Jean-Christophe. La République, elle a toujours choisi. Elle a fait tirer sur les Vendéens, elle a fait tirer sur les communards, elle a fait tirer sur les colonisés. Excusez-moi, la République, quelle République ? Je reprends. Bon. Les libertés individuelles, comme les libertés publiques, ne conduisent pas au libéralisme économique. Le libéralisme économique a sa propre... Non mais je sais bien, c'est votre thèse, vous permettrez que j'en ai une autre, sinon il n'y a pas de débat, c'est face à face, c'est pas côte à côte. Donc je ne pense pas, je ne pense pas que ça y conduit. C'est encore une fois une position tout à fait idéologique que de le dire. La gauche défend le marché. Elle défend le fait qu'il y a dans nos sociétés des échanges. Et elle a rompu avec l'idéologie qui était dominante de la rupture avec le marché. Mais cette conversion ne fait pas d'elle une force qui doit être sans régulation sur le marché. Donc ça, c'est ma position. Et c'est ce qui peut permettre des dispositions sociales, évidemment. Après, c'est le niveau où il faut le faire et comment on peut le faire. Donc, moi, je ne suis pas sur cette position qui vise à dire que l'on doit être social-libéral. Je ne suis pas, je ne l'ai jamais été, mais bon, social-démocrate, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui... Vous avez été social-libéral. Quand vous étiez prof de Dominique Strauss-Kahn, vous étiez social-libéral. C'est pas tout à fait sa position, mais vous l'inviterez et vous discuterez avec lui. Mais la question pour moi, elle est d'être une gauche, alors républicaine, et vous dites qu'est-ce que c'est que la République impartiale. Pour moi, c'est trois choses. C'est partant de votre constat, à savoir que la République n'est pas fidèle à ce qu'elle avait posé au moment où elle fut fondée. L'égalité, aujourd'hui, est remise en cause et les inégalités sont partout. Donc, je dis, il faut une égalité réelle qui attaque les inégalités à la racine et qui pose un certain nombre de sujets comme la question de la pauvreté, du logement, des salaires, etc., des hommes et des femmes, tout ce que vous voulez. Bien. Le deuxième moment, je suis pour la liberté ordonnée. J'ai essayé de vous donner un exemple, c'est-à-dire que je suis pour la défense intransigeante de nos libertés, parce que je ne suis pas pour un régime autoritaire et autoritarisme, et en même temps, j'intègre qu'il y ait une demande d'ordre juste, aurait-on dit Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de s'attaquer à la délinquance, s'attaquer aux problèmes que remporte la société. Et enfin, la fraternité laïque, qui soit ni la remise en cause de la fraternité, ni la remise en cause de la laïcité. C'est ça, ma République impartiale, qui me permet d'aborder tous les sujets nécessaires aujourd'hui à la France. Je pense que, en fait, la gauche, j'ai beaucoup réfléchi depuis longtemps, j'ai essayé de définir. Et vous savez, je me suis résigné à une définition mouvementiste. Je veux dire par là que, finalement, est-ce que la gauche, ça ne serait pas le mouvement perpétuel ? Est-ce que ce ne serait pas l'histoire de la Révolution française ? Vous savez, au début, Danton est à l'extrême gauche, même Barnave est à l'extrême gauche, et puis ils sont débordés et ils finissent guillotinés. Dynamique d'une révolution. Oui, mais dans toute révolution, il y a une dynamique. mais parce que je pense que l'on vit une révolution. Depuis 68, on vit une révolution. C'est pas la même. J'ai bien compris. C'est bien sûr que c'est. Après, je donne bien le mot de sûr, la mais fin. vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a un mouvement perpétuel, et vous-même, c'est pour ça que je vous taquinais avec le social-libéralisme de Dominique Strauss-Kahn, vous-même, vous êtes dépassé. Aujourd'hui, la gauche, elle est tirée aux États-Unis comme en France par tous les mouvements décoloniaux, par toute cette conjonction des luttes entre les mouvements féministes, LGBT et les mouvements défense des Noirs, des immigrés, de l'islam, etc. Et ces gens-là vous tirent dessus. Non. Si, ils me tirent dessus aussi, je vous rassure. Et on tombera tous les deux. Mais ils nous tirent dessus. Parce que pour eux, vous n'êtes plus la gauche. La gauche, c'est eux. Ils ont le droit de le penser. Mais bien sûr qu'ils ont Ce le droit n'est pas de notre penser. sujet. Moi, je ne suis pas de ceux Mais avec eux, on ne pensera plus. Laissez-moi terminer. Moi, je ne suis pas de ceux qui descendent dans les manifestations en disant « je déteste la police ». Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a un État raciste. Je ne suis pas de ceux qui
aujourd'hui, disent il n'y a pas de problème dans l'islam. Je ne suis pas de ceux... J'ai bien compris. Mais Jean-Luc Mélenchon ne me dit pas toujours ça. Et Jean-Luc Mélenchon... il dit tout et le contraire. Bon, ça, c'est Enfin, il est dans les manifestations contre l'islamophobie. Mais je lui reproche. Ah, on est d'accord. Mais par ailleurs, je lui reconnais que sa matrice de point de départ est la question républicaine. Tout à fait d'accord. Donc, simplement, je lui dis... Il trahit lui-même sa question républicaine. Je lui dis, Jean-Luc, il faudra choisir. Et tu ne peux pas pouvoir représenter le pays. Tu ne peux pas être au centre de la gauche, ni au centre du pays, avec la prise de position qui est la tienne aujourd'hui sur les sujets que je viens d'évoquer. Donc, moi, ma gauche, elle est républicaine. Et je n'ai pas peur de polémiquer ou de discuter ni avec Jean-Luc Mélenchon, ni avec ces courants-là, ni avec d'autres. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. La République ne veut rien dire. Ah bon, d'accord. Bon, la République, elle a tout été. Je voulais démontrer. La République, elle a... La France, non. Excusez-moi. La France, je vous ai dit. C'est un ovni. Non, la France, c'est une histoire. La France, c'est une histoire. Attendez. Ça ne vous permet pas de gouverner, l'histoire. J'ai pas fini. Le général de Gaulle tirait beaucoup de son gouvernement de l'histoire. Il était très républicain, au moins au départ. Pas au départ, justement. Si. Au départ, le discours de Bayeux est un discours très républicain. Moi, ça le discours me va de Bayeux, à l'époque, la gauche disait que c'était pas républicain. Non, après. Non, même en 47, je vous assure. L'élection du président au suffrage universel. C'est là le coup d'État permanent. On va terminer. Dites-moi un mot sur la France, un mot sur la République, et on termine. La France, c'est assez simple, si j'ose dire. C'est une histoire. C'est une géographie, c'est des mœurs. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et la République, en revanche, la République, je ne sais pas ce que c'est. La République, excusez-moi, elle a tout été. Non. La République, elle a été patriotique, elle a été universelle. Je sais bien. Elle a tiré sur les communards, elle a tiré sur le peuple, elle a tiré sur les ouvriers. Ce n'est pas la République qui a tiré. Mais bien sûr que c'est la République. Mais non, c'est le gouvernement de l'époque. Mais pas du tout. Vous confondez tout. Pas du tout, c'est le gouvernement de l'époque que s'était donné le peuple. Je vais vous donner un seul exemple. Dernier mot à Jean-Christophe Cambadélis. Vous terminez. Dernier mot. La République, ça va vous déplaire ce que je vais vous dire, mais la Troisième République ne s'impose et ne s'enracine dans le peuple. En 1870, le peuple à l'époque, c'est 80% de paysans, que parce qu'elle a massacré les communards. Et que les paysans disent enfin, il y a un régime qui maintient l'ordre. Jean-Christophe Cambadélis, dernier mot. On a terminé, messieurs. On a parce que c'est pour vous dire. La commune de Paris n'était pas simplement la commune de Paris, il y a eu d'autres communes. Et heureusement qu'il y a eu le combat des Républicains pour imposer la République face aux monarchistes. C'est pour vous dire que la République a tout été. Vous êtes candidat à la présidentielle ? Je dis qu'aujourd'hui, il faut d'abord être d'abord capable de construire une offre avant d'être candidat. Vous êtes candidat à la présidentielle. Tout le monde est candidat. Vous avez vu ça part de partout. Donc, c'est le problème de l'élection du président de la République au suffrage universel. Nous sommes d'accord, c'est pour ça que nous l'avons critiqué. Mais c'est aussi le problème du moment que nous traversons. Nous traversons je dis un trou d'air, une décomposition. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la République impartiale. Alors, je rappelle, Jean-Christophe Cambadélis, que vous avez publié hier un mémorandum pour un républicanisme de gauche. On le voit ici à l'image, prélude à ce qui pourrait être, selon vous, une offre politique globale de gauche dans la perspective de 2022. Merci beaucoup, messieurs.